Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour du Tour de Suisse. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette étape, coureur au top, bonnet d'âne. On parlera également des différents classements parce qu'il y a du changement, notamment un nouveau leader du côté du classement général. Et puis on parlera également d'un petit truc qui m'a énervé, de deux, trois petites choses qui m'énervent en ce moment. On en parlera dans cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, bien, vous pouvez faire un super thanks. Et puis plus vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant. Faites attention également. Bon, des fois YouTube vous désabonne de manière inopinée. Mais aussi parfois les vidéos disparaissent des fils d'actualité. Je ne sais pas pourquoi. On me l'a indiqué dans les commentaires que certains n'avaient plus les vidéos là, qui s'affichaient dans les fils d'actualité. C'est pas de ma faute. Voilà, là je n'y suis pour rien. Pourtant je fais tout pour que YouTube m'aime bien, hein. Même au niveau des pubs, je les laisse en automatique, ce qui est pas très agréable pour vous, mais c'est pour que les vidéos soient visibles, parce que dès que vous enlevez des pubs, en gros vous pétez la visibilité des vidéos, et moi je peux pas me le permettre, contrairement à d'autres gros youtubeurs qui font des collaborations commerciales. Moi, c'est pas mon cas. Donc, voilà, il y a des pubs, dommage à vous. Oui, il y a des petits soucis comme ça du côté de YouTube. Bon, c'est indépendant de ma volonté. Bon, on commence tout de suite avec la vidéo du jour. Grosse étape hein, sur ce Tour de Suisse. Alors, ça a roulé vite encore. Il y avait quand même... on était encore un petit peu en avance par rapport à l'horaire. Normalement, c'est plutôt aux alentours de 17h le Tour de Suisse. Là, on est arrivé aux alentours de 16h45 du côté de cette étape. 40 km/h de moyenne sur quasiment 3900 mètres de dénivelé positif avec une étape où ça roulait quand même assez fort dans la première partie de journée puisque l'échappée a mis un petit peu de temps à sortir. Belle échappée hein, avec Fortunato, Vlasov notamment, Bilbao qui était à l'intérieur de l'échappée. Mais cette échappée en écart max, je crois que c'était aux alentours de 3 minutes 30 de tête. Et quasiment quand le direct télé a démarré, ensuite l'écart n'a pas cessé de diminuer, repris quand même là encore assez tôt dans cette journée. Les échappées, à part le premier jour, mais sinon pour le reste c'est un petit peu compliqué sur ce Tour de Suisse. Et puis une montée finale qui était extrêmement dure. La montée... de Via Gangela qui bon voilà était cette montée était c'était pas celle-là, c'était pardon la Castaneda. Je pense qu'elle a plusieurs noms cette montée de Castaneda à faire à deux reprises qui était une horreur. Vraiment c'était voilà, c'était un chantier pas possible du côté de cette étape avec pas mal d'accélération. Un Almeida qui s'en est bien sorti, un Oscar qui était en forme, des Français qui ont tenté, que ce soit Julien Alaphilippe ou Kevin Vauquelin. Ça a été plus compliqué pour Romain Grégoire, un petit peu en bout de course, mais on en reparlera. Et puis un Borricitello également du côté d'Israël, qui s'en est bien sorti, comme Kemna, quand même 8e aujourd'hui de l'étape. Voilà, une journée intéressante du côté de ce Tour de Suisse. Première chose qui m'a énervé, la réalisation. Je ne sais pas qui est le réalisateur, je n'ai pas regardé le nom du réalisateur du Tour de Suisse, je ne sais pas si ça se trouve facilement. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des contraintes liées à l'organisateur, des trucs comme ça, mais je trouve qu'il est... Je regrette presque Anthony Forestier. C'est pour vous dire que je ne le considère vraiment pas comme très talentueux, ce réalisateur. Il y a un moment, il faut activer son cerveau. C'est phénoménal aujourd'hui, le nombre d'accélérations qu'il a raté à la caméra. Alaphilippe, raté. Oscar Only, raté. Almeida, raté. Il y a des coureurs qu'on n'a jamais vus dans cette étape quasiment à cause des caméras qui sont mal positionnées. Il y a un moment, à 15 bandes de l'arrivée, on voit encore Mauro Schmid. On s'en fout de Mauro Schmid à ce moment-là, il joue même pas le général. Donc je me demande s'il n'y a pas des contraintes quand même liées à l'organisateur de filmer tout le temps le premier Suisse au classement général. Ou le premier Suisse de l'étape. Je me demande presque, hein, quand même, c'est certains coureurs parfois qui sont filmés, tu te demandes pourquoi. On en avait parlé déjà le jour de Geraint Thomas. Mais là, très clairement,
Enfin, tu peux pas rater l'accélération d'Only. Faut être beaucoup plus réactif là en termes de réalisation. Et puis, si tu la rates, bon, pourquoi pas? Pas de replay. On ne sait pas quand a accéléré Only. Le vainqueur du jour, on ne sait pas quand il a accéléré. Enfin, on sait quand il a accéléré à 200 mètres de l'arrivée, mais pas avant. Voilà, quand il revient sur Almeida, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même extraordinaire. Ça, la réalisation a raté beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ouais, difficile. Et puis, bah, y a des coureurs qui sont lâchés. Tu sais pas à quel moment ils sont lâchés. Alors, je pense à Kemna. On sait pas trop quand il est lâché. Donc là, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir des caméras sur ces coureurs-là. Quand on sait que Romain Grégoire est à plus de 5 minutes, on peut peut-être arrêter de filmer Romain Grégoire aussi. Quand on voit qu'il est loin et qu'il ne reviendra pas, il faut peut-être rapatrier les caméras aussi. Parce qu'on voyait bien que Romain Grégoire, il n'avait pas la capacité de revenir non plus à un moment. Donc je trouve qu'en termes de réalisation, on rate beaucoup de choses. Et il y a un manque de réactivité dans la manière de réagir, de cliquer sur la vidéo. Donc non, faut être plus réactif les cocos parce que vous ratez quand même beaucoup trop de choses. Et je rappelle, pour moi, le principe de base d'un réalisateur dans le sport, c'est que les téléspectateurs puissent comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, dans l'étape du jour, tu rates des choses. Voilà. Avant de vouloir faire du beau, avant de vouloir faire des gros plans, de vouloir faire de l'innovation, on doit comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le rôle du réalisateur dans le sport. C'est pas un mec qui réalise une série, c'est pas un mec qui réalise une émission de divertissement. La réalisation dans le sport, elle est hyper importante pour la compréhension des choses. Et là, on rate des éléments de compréhension parce que c'est mal filmé ou parce qu'on n'est pas assez réactif. Donc pour moi, le réalisateur aujourd'hui n'a pas fait correctement son travail. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, j'en ai mis 4 aujourd'hui. Je commence avec Oscar Only. Je l'avais dit un peu plus tôt dans la semaine, je trouvais qu'il était vraiment bien, Oscar Only. Je trouvais qu'il était vraiment en bonne condition, en bonne forme. Alors là, aujourd'hui, il s'impose sur une montée qui correspond à ses qualités. La montée finale, 4,5 km, des gros pourcentages. C'est une montée pour Oscar Only, c'est un coureur qui a des grosses capacités de punch. On le sait, c'est un coureur qui est très performant dans ce domaine-là. Mais quand même, aujourd'hui, il bat d'autres coureurs qui sont bons dans ce domaine. Je pense à Vauquelin, déjà, premièrement. Il bat quand même 2 très bons grimpeurs. Almeida, Gall. Et Gall, je pense qu'il avait envie de faire quelque chose aujourd'hui. Il bat quand même du beau monde, Oscar Only, sur cette étape. Il fait vraiment une très très belle journée. Première victoire sur le Tour de Suisse. Pour moi, c'est pas sa première victoire en World Tour parce qu'il avait gagné sur le Down Under, voilà, c'était bien ça. Sur l'étape de Willunga Hill, je crois, où c'était imposé, non? Je crois. Oui, c'était bien Willunga Hill, j'ai des bons souvenirs de temps en temps. Devant Stephen Williams qui fera pas le Tour de France. Des soucis, je crois, de genoux du côté de Stephen Williams, de tête. Mais oui, Oscar Only, j'ai l'impression qu'il passe un cap sur ce Tour de Suisse. On sait que c'est un coureur qui est talentueux, mais ce qu'on attend aujourd'hui d'un coureur comme Oscar Only, c'est que ça passe un petit peu un cap. Alors, ça aurait pu être dans 2 ans, dans 3 ans, mais les points UCI et le problème de pique-nique qui manque des points UCI pour être complètement sauvé, t'oblige à ce que tes jeunes, Max Poole, Only, Van Uden par exemple, performent plus vite ou qu'on leur mette un peu plus la pression que si ça avait été dans une année un petit peu plus classique. Et c'est vrai que là, Oscar Only, sur ce Tour de Suisse, ça fait 3 jours, 3-2-1. Ses résultats sur les 3 dernières étapes, pour vous dire que c'est quand même très intéressant. Pas mal de secondes de bonification également récupérées par Oscar Only, d'une course qui était quand même mal embarquée dimanche. Il fait partie des coureurs qui se retrouvent à 3 minutes 30. La situation s'améliore quand même grandement.
Et imaginons Oscar Only sur le podium du Tour de Suisse, c'est pas impossible hein, du côté de ce coureur, des bonnes qualités de punch, des bonnes qualités en montagne, un coureur qui semble en bonne condition physique. Ça ferait des très gros points pour la pique-nique post-Tenel et ça serait vraiment une bonne nouvelle du côté de cette formation. Donc oui, du côté de Oscar Only, il faut continuer à pousser, continuer à bien travailler du côté de cette formation. Warren Barguil qui fait encore du bon boulot aujourd'hui en tant qu'équipier. Et puis, sur la fin, battre Almeida. Alors, je sais bien que c'est Almeida, c'est pas le meilleur sprinter du monde. Mais il a quand même progressé hein, dans ce domaine-là, Jean Almeida. Et puis, il faut revenir sur lui. Il est quand même là aussi en bonne condition physique, Almeida. Non, bien. Et puis, je rappelle, c'est vrai qu'il est là depuis longtemps, Only, hein, parce que moi, je l'ai connu même dans l'équipe de développement de la DSM, sur une Crow Race où il avait été performant. Mais ça reste un coureur qui n'a que 22 ans. Et oui. Alors il aura 25 à la fin de l'année, mais il est d'octobre, hein, donc voilà, il est très jeune, encore Oscar Only. Et là, j'ai l'impression que sur cette semaine de compétition, il passe un cap, c'est de mieux en mieux. Là, je regarde un petit peu ses points Pro Cycling Stats. L'an dernier, il était à 938 points, et là, il est déjà à 672. Alors qu'on est qu'au mois de juin, hein, on est le 19 juin. Si en plus il gagne un Tour de Suisse, ça doit marquer un truc genre 100 points Pro Cycling Stat ou un truc comme ça. C'est bien c'est un bon indicateur quand même de sa progression. Aujourd'hui, il est déjà à 912 points UCI marqués, dont 275, il faut le dire, sur le Tour de Donder, mais également 120 sur l'UAE Tour grâce à une 5e place. Et il faut rappeler qu'il avait fini 2e à Jebel Jaïs derrière un certain Tadej Pogačar, 9e du dernier Tour du Pays Basque qui s'est quand même déroulé dans des conditions difficiles sous la pluie, un peu plus compliqué sur le Romandie avec une 16e place, mais là pour l'instant ça se passe bien pour lui, donc on va voir comment ça va se finir. Par contre, c'est vrai que sur le contre-la-montre, là je regarde, c'est pas forcément son domaine de prédilection, parce qu'il avait fini, que je le retrouve, Oscar Only 44e, c'est-à-dire qu'il avait fini quand même à 40 secondes d'un Lenny Martinez sur le contre-la-montre du Tour de Romandie, ce qui fait que c'était quand même un petit peu loin. Donc pas forcément un registre qu'il apprécie plus que ça. Deuxième coureur top, Almeida, c'est la bonne opération du jour. Almeida, il reprend du temps sur Vauquelin, sur Alaphilippe, sur Grégoire, il passe même devant Romain Grégoire, il reprend du temps également sur Ben O'Connor qui passe une mauvaise journée. Très très belle performance de la part d'Almeida. Moi j'avais des doutes ce matin, hein, je vous en avais parlé, hier plutôt, lors du débrief de l'étape et de la présentation de cette étape numéro 4. J'avais dit, moi je misais plus sur Oscar Only, du profil, mais aussi parce que j'avais des doutes sur la capacité d'Almeida à se remettre de son long raid de la veille, où ça avait quand même roulé fort, ça avait été une étape très animée, où on roule costaud, et lui il est quand même à l'avant pendant 50 bornes. Certes, il y avait de la descente, mais c'était une descente qui était très particulière avec des grosses zones de plat où il fallait être en capacité d'emmener du braquet. Et je me suis dit, comment Almeida a récupéré? J'étais pas si sûr qu'il récupère bien parce que ça reste quand même un gros raid. Et surtout, je me disais, il n'est pas habitué à faire ça, Almeida. Almeida, c'est plutôt un coureur qui accélère moins tôt dans les courses. Même si je pense qu'il aurait intérêt à peut-être attaquer de plus loin, vu qu'il manque de punch, il manque également de capacité à changer de rythme. Et c'est un mec qui a du mal à se mettre dans le rythme, dans les montées, il aurait presque intérêt à attaquer de plus loin. Mais là aujourd'hui, pour moi, avec cette étape de la veille qui avait été rapide, où lui il était seul, parfois dans des groupes, il y avait 4, 7, 8 mecs qui se relayaient. Avec une étape où les deux dernières bosses de la journée ne convenaient pas véritablement à ses qualités, vu que c'était des montées assez courtes, avec pas mal de pourcentage.
où il fallait se mettre dans le rythme tout de suite. On sait que c'est le gros défaut d'Almeida, c'est que c'est un moteur diesel, c'est pas un moteur électrique. Almeida, ça met du temps à se mettre en route, à bien chauffer du côté du moteur diesel de Joao Almeida. Et là, certes, le début de montée finale, Decathlon emmène un gros rythme et il est un peu en difficulté. Sauf qu'il arrive à rester au contact, et puis ensuite il arrive à passer devant, à accélérer. Franchement, derrière, il n'y a que Oscar Only qui arrive à revenir dans sa roue. Le sprint, il est tombé sur un Only qui est quand même bon dans ce domaine-là, mais tu vois qu'il a quand même progressé dans le domaine, parce qu'Only quand même un petit peu trop tôt, il a failli se faire remonter sur la ligne. Almeida était vraiment pas loin. Donc pour moi, c'est le grand gagnant de la journée, parce que désormais Almeida, ça devient un danger pour Vauquelin, ça devient un danger très clairement, parce qu'il n'y a plus que 40 secondes, 39 secondes d'écart. Il reste encore une étape compliquée samedi, plus le contre-la-montre. Je pense que Almeida peut prendre le maillot de leader peut-être dès samedi. Voilà, du côté du coureur portugais, donc belle journée. Vauquelin, belle étape. Belle étape aujourd'hui du côté de Kevin Vauquelin. Déjà, j'ai trouvé l'équipe Arkea BNB Hotel par rapport à d'habitude un peu plus présente. C'est que c'est quand même une équipe qui est souvent très discrète, qui a du mal à avoir un collectif très solide à l'avant d'un peloton. Là, c'était quand même pas mal autour de Kevin Vauquelin à l'approche des 2 dernières difficultés du jour. Et puis, on est quand même au 5e jour de course. C'est parfois un mec qui a eu un peu du mal à enchaîner les performances de haut niveau d'un jour à l'autre. Là, ça s'est bien passé. Et puis, dans le final, on connaît ses qualités, Vauquelin. C'est des qualités proches de celles de Skiel Moseux, un peu d'Only, c'est-à-dire c'est un coureur qui a une grosse pointe de vitesse, pas mal de punch. Donc sur ces montées-là de 4-5 km, il est très fort. Oui, il a été à son niveau pour moi. Même s'il craque un peu, je dirais, dans le dernier kilomètre et demi, après le passage du grimpeur. Il y avait encore 2 km derrière, et là il a eu un petit peu plus de mal Kevin Vauquelin. Mais je trouve qu'aujourd'hui il a fait une belle étape, et il montre qu'il a des très bonnes jambes. Et il peut être performant sur le prochain Tour de France dans le registre d'aller chercher des échappées, parce que je dirais que pour aller chercher un classement général, il me semble encore un peu trop limité en termes de niveau physique, mais ça reste une très très belle performance de la part de Kevin Vauquelin. Par contre, deuxième chose qui m'énerve, après le réalisateur, je commence à en avoir marre vraiment des mecs qui disent ça fait depuis 2007 qu'on n'a pas gagné une épreuve World Tour, enfin une épreuve par étape World Tour, et qui serait presque en train de célébrer comme si on gagnait la Coupe du Monde si Vauquelin par exemple emportait le Tour de Suisse. Pour moi, gagner une épreuve d'une semaine, c'est loin d'être un truc exceptionnel. Je préfère qu'un Vauquelin gagne un Liège-Bastogne-Liège ou un Milan-San Remo plutôt qu'il gagne un Tour de Suisse, qui reste quand même, il faut le rappeler, une course de préparation au Tour de France. Moi, je ne vais pas m'émerveiller plus que ça. Peut-être si c'était un Paris-Nice. Parce qu'un Paris-Nice, c'est une course qui est dure à aller chercher, voilà, c'est une course qui est compliquée. Mais sur les autres courses par étape, ou un Tour du Pays Basque, et encore, tout dépend de l'opposition. Un Tour de Catalogne, peut-être maintenant, il y a un peu plus d'opposition. Mais pas sur un Tour de Suisse, même pas sur un Dauphiné, parce que ça reste des courses de préparation. Pour moi, sur le Tour de France, moi, je préfère qu'on s'émerveille sur des résultats, sur des courses un peu plus grosses. Et j'en ai marre à chaque fois de ces comptes à rebours, de ces un peu de ces tic-tac que font certains suiveurs entre la victoire de Bernard Hinault, la dernière victoire d'un Français sur le Tour de France. Je trouve que ça met aussi une pression sur les coureurs. On leur pose en plus chaque année des questions là-dessus. Et je trouve qu'en plus, parfois, ça célèbre un coureur qui ne le mérite pas. Et je considère qu'aujourd'hui, mettre en avant une personne comme Christophe Moreau, qui a quand même énormément de casseroles au cul, Christophe Moreau, que ça soit du côté du dopage, si on prend même que le côté sportif, dans ce cas-là, on célèbre également les maillots jaunes de Lance Armstrong, ou les victoires de Jan Ullrich, ou les victoires de Björn Riis. À partir du moment où on célèbre les victoires de Christophe Moreau, parce que 2007,
si on revient sur Christophe Moreau 2007, si j'ai une bonne mémoire, je crois qu'elle ne me trahit pas trop dans ce genre de choses, Christophe Moreau, hop, c'est l'année où il abandonne de manière très surprenante sur le Tour de France, ou c'est l'année d'après. Je ne sais plus. Son abandon sur le Tour de France. Non, c'est l'année d'après, c'est 2008. Son fameux abandon au bout de cette étape où il y a une bordure et il se retrouve à abandonner de manière assez surprenante tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quand même un mec qui a été chopé pour dopage, je rappelle, avec l'affaire Fessina, de toute manière. Je dirais que mettre en avant quand même un coureur comme ça, qui a en plus, ensuite si on prend en compte l'extra sportif, a quand même été placé en détention pour menace de mort et violence conjugale contre sa femme, ça me gêne quand même un petit peu. Voilà. Donc je préfère qu'on mette en avant d'autres coureurs, tout simplement. Donc j'aimerais bien quand même de temps en temps qu'on arrête surtout avec ce TikTok qui met une pression énorme, je trouve, sur les coureurs français. Voilà, par exemple Roubaix, ça fait depuis, je sais pas, bientôt 30 ans qu'on n'a pas gagné Roubaix, il va y avoir le même TikTok sur Roubaix. Faut arrêter avec ce genre de choses, je suis pas sûr qu'on le fasse en plus dans d'autres pays. On l'a fait un peu en Belgique avec Remco Evenepoel, et je trouve que ça n'a pas été une bonne idée non plus. Donc voilà, j'aimerais bien que de temps en temps on se calme sur ce genre de choses. Voilà, ça serait pas mal. On continue du côté des coureurs top après Vauclin. Et puis je voulais finir avec un coureur qui n'est pas... Et puis non, je voulais finir du côté de Vauclin pour Arkea. C'est quand même une bonne nouvelle cette semaine pour Kevin Vauclin, parce qu'on sait que c'est une équipe qui cherche un repreneur, qui cherche des sponsors. On nous a annoncé qu'il y aurait des informations qui arriveraient dans une quinzaine de jours, donc avant le départ du Tour de France en gros. On sait qu'il y a plusieurs dossiers de repreneurs sur la table. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui sont concernées. Puis c'est aussi une bonne nouvelle au niveau des points UCI. Alors certes, peut-être que Arkea n'arrivera pas à se sauver cette année. Malgré tout, je rappelle une chose. Les 3 équipes, les premières du classement UCI qui ne sont pas en World Tour, seront invitées sur les 3 grands tours. Donc autant vous dire que c'est presque mieux d'être parmi ces 3 équipes-là que d'être en World Tour, surtout pour une structure comme Arkea. Donc ça peut être une bonne nouvelle du côté de l'équipe française. Et puis on ne sait jamais, hein, un dossier financier qui ne passerait pas, parce que je rappelle qu'il faut certes avoir les points UCI, mais il faut que les dossiers économiques soient validés par l'UCI. Un dossier économique qui ne serait pas validé par l'UCI, eh bien on reprendrait peut-être le 19e de ce classement. Donc il y a un intérêt à essayer de récupérer la 19e place du côté d'Arkea et de ne pas être trop distancé dans ce classement. Je termine avec Scottson, mais pas Miles Scottson, Callum Scottson. C'est vrai qu'on parle un peu plus de Miles Scottson, notamment dans son travail autour d'Arnaud Démare, mais là aujourd'hui, le travail de Callum Scottson, impressionnant. Le travail qu'il a réalisé pour Félix Gall aujourd'hui, avec également encore une fois un très bon Léo Bizio, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment bien vu Callum Scottson. Alors c'est dommage, c'est qu'une fois son travail, on va dire, terminé, Gall n'a pas attaqué. Je pense que Gall aurait dû essayer quelque chose et qu'il a été peut-être un peu trop attentiste, Félix Gall, aujourd'hui. Mais dans le travail qu'a réalisé la Decathlon AG2R La Mondiale aujourd'hui, et notamment Scottson et Léo Bizio, on a vu vraiment des très très belles choses, un très beau travail collectif. On avait vu également du très bon Stéphane Bessieger en début de Tour de Suisse. Donc là, je trouve que c'est très intéressant pour cette structure et pour le prochain Tour de France. Alors après, Félix Gall, il fera peut-être que 8 ou 9 du prochain Tour de France, mais il montre qu'ils ont la capacité d'entourer un leader. Et ça peut intéresser des coureurs qui voudraient pourquoi pas casser un contrat, qui voudraient pourquoi pas en fin de contrat, regarder quelle équipe peut les intéresser. Et tiens, s'il y a une proposition de Decathlon AG2R et une proposition de la Cofidis,
Et ben on regardera qui peut nous entourer en haute montagne entre la Decathlon et la Cofidis, et on se dira ah, bah faut peut-être même mieux que j'aille chez Decathlon, même si la Cofidis me propose plus. Donc il peut y avoir un intérêt à montrer qu'on a un collectif solide pour essayer d'attirer les plus grandes stars du peloton, même si ensuite il faut avoir le budget. On sait également que du côté de Decathlon AG2R la mondiale, on nous a dit que AG2R serait sur le départ et que Decathlon cherchait un co-sponsor du côté de cette formation, en sachant que là il y a une petite particularité quand même, la structure n'appartenait plus à Vincent Lavenu, hein, il faut le dire. Vincent Lavenu, les dernières années, avait un titre, on va dire, de président honoraire, on va dire, de cette structure. Donc elle appartenait à AG2R. C'est AG2R qui avait racheté la structure à Vincent Lavenu. Donc il faut qu'il y ait un autre sponsor. Ou Decathlon aura-t-il la capacité de racheter les parts d'AG2R seul? Ça, c'est la grande interrogation du côté de la formation française. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde les bonnets d'âne du jour. Premier bonnet d'âne du jour, Ben O'Connor. Oui, c'est assez surprenant Ben O'Connor sur ce Tour de Suisse parce qu'il a été bien positionné au classement général, hein, à une 20. Mais tu sens que, heureusement qu'il a pris l'échappée le premier jour et que même dans cette échappée le premier jour, il n'arrive pas à suivre les 4 de devant. Il se fait larguer par les 4 coureurs de devant. Là, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée pour Ben O'Connor. Il lâche très vite, hein. Quasiment dès le pied, il est lâché. Alors, il n'a pas explosé complet, mais ça a été une journée compliquée. Je pense que en début de journée, on a vu... il y avait des informations comme quoi ça roulait un petit peu quand même du côté de la Jaïkoaloula. On avait peut-être l'idée de tenter un coup du côté d'O'Connor en se disant je suis pas si loin de Vauclin, que Romain Grégoire est peut-être pas forcément au top. Sauf que il y a un moment, il faut que les jambes parlent, et là les jambes n'ont pas voulu réagir, n'ont pas voulu parler, elles sont restées muettes, ces jambes du côté de Ben O'Connor, et ça n'a pas réussi du tout à marcher pour le coureur australien. Et c'est vrai que ça fait depuis 2 ans que Ben O'Connor, il y a un sentiment un peu étrange quand même. Certes, l'an dernier, il fait une très grande saison, mais en même temps, sur le Tour d'Italie, il n'arrive pas à suivre les meilleurs. Sur le Tour d'Espagne, malgré 5 minutes d'avance, il ne s'impose pas au classement général. Sur le UAE Tour, malgré une victoire, il s'écroule. Sur le dernier jour, Van Eetvelt arrive à le battre. Tu as l'impression que souvent, quand il fait des courses, il y a meilleur que lui. J'ai l'impression en plus que cette année, il est quand même moins fort que l'an dernier. Voilà, bon, il y a un petit temps d'adaptation à avoir du côté de la Jayco Alula. Il me semble moins costaud parce que, encore une fois, la densité sur ce Tour de Suisse n'est pas forcément exceptionnelle. Donc le fait de le voir 14e aujourd'hui sur une étape, c'est-à-dire derrière un gros Schartner par exemple. Gros Schartner, il a fait un gros travail d'équipier, mais derrière également un George Bennett, alors un peu revenu du Diable Vauvert, il faut bien dire, l'équipier de la Israël Première Tech, mais ce sont normalement des coureurs qu'il bat à la régulière. Traduction, il n'est pas à son niveau. Donc, je suis pas très rassurant en fait pour Ben O'Connor sur ce Tour de France. J'étais plutôt j'étais plutôt confiant sur les premiers jours. Je me disais, il a retrouvé des couleurs, la préparation était bonne, on retrouve le Ben O'Connor de 2024. J'ai l'impression qu'on est quand même sur un Ben O'Connor qui est un petit peu en dessous. Alors ça peut faire encore une fois un top 10 du côté de Ben O'Connor, mais pour faire mieux que 7ème, ça risque d'être pas simple pour le coureur australien à la régulière. Il faudra peut-être qu'il y ait des opportunités à droite à gauche. Vlasov. Oui, Vlasov, aujourd'hui, j'ai pas aimé ce qu'il a fait dans l'échappée à Bilbao. C'était une journée qui était quand même très particulière. Aujourd'hui, on honorait la carrière de Gino Meder. Voilà, on a essayé d'honorer sa vie qui a été trop courte. Et donc c'était une journée quand même particulière pour l'équipe Bahreïn.
On aime ou on n'aime pas la Bahreïn, c'est un autre débat. Mais c'est une formation qui a été ce jour-là meurtrie. Je pense que il n'y a pas que la Bahreïn même qui a été meurtrie ce jour-là. Hein. Quinn Simons, Magnus Sheffield, à chaque fois je pense en pensant à Gino Meder, je pense aussi à Magnus Sheffield parce que lui il l'a vu de ses propres yeux. Et ça a été très compliqué à gérer ensuite pour lui pour se reconstruire du côté de l'américain. Mais n'oublions pas quand même que l'équipe Bahreïn a souffert. Et notamment, je pense à Mohoric, mais notamment Bilbao. Parce que Bilbao et Meder étaient assez proches. Je pense que Bilbao l'avait pris un petit peu, alors je dirais pas sous son aile, mais c'était un petit peu le grand frère. Ils avaient une bonne relation entre les deux. Et forcément, dans une étape où ce matin, vers 11h, 11h, 10h30, 11h, on a inauguré la stèle en l'honneur de Gino Meder sur le lieu de sa chute, pour rappeler qu'un cycliste ce jour-là est mort et que ce n'était pas normal. C'est pas une journée atypique. Quand on passe par la difficulté, une difficulté où encore une fois l'un de tes collègues, l'un de tes meilleurs amis est mort, je pense que du côté de Vlasov, comme du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, on aurait pu faire preuve d'un petit peu de compassion, d'un petit peu d'humanité et peut-être légèrement oublier la course pendant quelques minutes au lieu de vouloir à tout prix prendre des points dans cette difficulté pour un classement de la montagne et ne pas laisser passer en tête un Pello Bilbao qui est toujours membre de l'équipe Bahreïn, qui en plus, je rappelle, depuis 2 ans, a un maillot où sur le maillot vous avez un message pour Gino Meder. Je trouve ça un peu petit. Alors oui, on a le droit de le faire. Je le dis, c'est comme attaquer un coureur qui vient de crever ou qui vient d'avoir un problème mécanique. Mais c'est un petit peu petit. Je trouve que c'est malvenu, encore une fois, sur une journée qui était quand même particulière dans le peloton du Tour de Suisse, de faire ce genre de choses de la part de Vlasov. Alors je ne sais pas si ça a été une demande de la part de la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a beaucoup discuté, mais je pense qu'il y a un moment, même quand la voiture te dit de faire ça, encore une fois, tu peux décider de ne pas le faire. Tu peux décider de te contenter de la 2e place. Alors oui, le soir peut-être ton manager ou ton directeur sportif va t'engueuler, mais je pense pas qu'il t'en tienne rigueur pendant 6 mois non plus. Et puis s'il t'en tient rigueur pendant 6 mois, tu t'appelles Alexandre Vlasov. C'est-à-dire que si tu casses ton contrat avec la Red Bull Bora-Hansgrohe, je pense qu'il y a quand même 4-5 équipes au moins qui viendront toquer à la porte pour te prendre un nouveau contrat. Donc je pense que quand tu t'appelles Vlasov, c'est pas un Finlay Pickering. Voilà. Ouais, un Finlay Pickering, il y a même. Tu vois, un Tim Engrath ou un Eduardo Sepulveda. Ces mecs-là, s'ils se font virer, Sepulveda, ils retournent en Continental en Amérique du Sud. En gros. Là, t'es Vlasov. Tu fais partie du top 20 des meilleurs coureurs du peloton. Je pense que tu peux te permettre quand même d'avoir un peu d'humanité et de laisser les points à Pello Bilbao. Donc j'ai pas aimé ça du tout. Alors je sais pas si c'est la Red Bull qui a demandé ou si c'est Vlasov qui a décidé de lui-même. Mais voilà, je trouve ça un peu mesquin et dans une journée comme celle-là qui était importante, je trouve ça pas sympa et pas cool de la part du coureur russe. Je termine avec un dernier coureur bonnet d'âne, forcément Romain Grégoire. Très clairement, la journée d'hier lui est restée dans les jambes. Hier, on le voit à l'arrivée. Il s'écroule à côté des tables de pique-nique, enfin je sais pas, des tables d'un restaurant, d'un bar. Et il s'écroule complètement et tu sens qu'il a été loin dans l'effort. Qu'il a vraiment souffert au passage de la ligne d'arrivée et qu'il a mis beaucoup d'énergie pour essayer de perdre le moins de temps possible et pas aidé par Kevin Vauquelin avec les attaques du coureur de la Arkea dans le final. Et je pense que aujourd'hui, très clairement, il a payé cette journée
cette journée numéro 4 où il a complètement explosé. Et puis, comme je le dis assez souvent, avoir un maillot de leader, c'est pas si facile, parce qu'un maillot de leader, ça impose également des contraintes, et notamment des contraintes de temps. Vous devez répondre aux journalistes le matin, le soir, et c'est du temps en moins sur la récupération. C'est également de l'énergie qui est utilisée à faire autre chose que du vélo. Forcément, je pense qu'il s'est vu potentiellement vainqueur quand même dimanche soir, où il s'est vu potentiellement faire un grand résultat. Et pour la Groupama, ça aurait été important, parce qu'on ne peut pas dire que l'année 2025 soit exceptionnelle en termes de très bons résultats. On est quand même un petit peu moins bien que sur d'autres années, surtout en comparaison avec la Décathlon AG2R. Et là, je me dis quand même que du côté de Romain Grégoire, ça a joué. Il y a une pression un peu sur les épaules. Même si tu es en Suisse, on va dire que tu n'es pas en France, tu n'es pas sur le Dauphiné, tu sais que tu peux faire un grand résultat, tu peux aller chercher une belle victoire. Tu sais que ça ne se reproduira peut-être pas, parce qu'un parcours comme celui-là, montagneux mais un petit peu particulier dans la conception des étapes, tu ne l'auras peut-être pas l'an prochain, tu ne l'auras peut-être plus jamais sur le Tour de Suisse. Et forcément, ça a réfléchi un petit peu du côté des équipes. Donc je pense qu'il y a eu un vrai travail du côté de ce coureur. Mais je me dis quand même que du côté de la formation de la formation française, on doit être un petit peu déçu ce soir. Et du côté de Romain Grégoire, oui, on doit être déçu parce qu'on aurait pu faire un grand résultat du côté de ce Tour de Suisse, et qu'on se dit cette journée de moins bien, elle va peut-être coûter très cher dans l'affaire. Donc voilà, déception je pense pour Romain Grégoire. Il faudra qu'il récupère demain, peut-être après-demain aussi, mais voilà, l'idée est plutôt de bien finir. Ne pas oublier que Romain Grégoire, il y a quand même un objectif derrière. C'est un objectif Tour de France, donc là il a l'air d'avoir un peu puisé quand même dans les réserves. Il va falloir se refaire un petit peu sur les prochains jours. L'objectif c'est plus le Tour de France que le Tour de Suisse désormais, car il se retrouve en dehors du top 10. On va regarder les différents classements. Le classement de l'étape. Vainqueur du jour, Oscar Onley devant Joao Almeida. Égalité de temps, ça s'est joué au sprint à la photo finish d'un demi-boyau. Un petit peu plus quand même, il avait on va dire une demi-roue. Félix Gall, 3ème à 23 secondes devant Vauquelin et Richie Tello. On retrouve ensuite Van Wilder, Alaphilippe, Kemna, Grossschartner et Sam Bennett. Champoussin 14, Ben O'Connor 13. Castrillo 12. Et donc notre Français Romain Grégoire 25e, juste derrière Alexandre Vlasov. On a eu 2 abandons aujourd'hui, Kevin Colleoni et David Delacroix. Ils ne sont plus donc 139, et c'est Arnaud Delis qui a fini dernier de l'étape. Oui, puis assez loin quand même de Verret ou de Houlig. Il y a quand même, oui, si tu regardes les gros groupes Eto, ils étaient quand même plutôt 10 minutes devant. Donc ça veut dire que ça a été une journée compliquée pour Arnaud Delis, ça c'est pas très rassurant pour demain. Le classement général, lui, est emmené par Kevin Vauquelin désormais, nouveau leader, avec 29 secondes d'avance sur Alaphilippe. Almeida est 3ème, devant Oscar Onley, Kemna et Ben O'Connor. Mais vous voyez, Ben O'Connor se retrouve à 2,16, Almeida à 39 secondes, c'est très intéressant. Et puis on retrouve ensuite Félix Gall, Castrillo, Richie Tello dans le top 10 et Ilan Van Wilder. Premier français Champoussin, Romain Grégoire est désormais 13e. Le maillot vert, c'est Almeida du côté de ce classement. Enfin, c'est le maillot noir, pardon, à chaque fois je dis le maillot vert, c'est le maillot noir sur le Tour de Suisse. C'est Almeida qui est en tête avec 4 points d'avance sur Onley. On retrouve à 18 points Grégoire Vauquelin, Quinn Simons à 16 points, 12 pour Albanese. Classement de la montagne emmené désormais par Vlasov grâce aux points récupérés face à Bilbao. Almeida est 2ème devant Bilbao, 4ème Onley, 5ème Engelhardt. Le maillot blanc, Vauquelin devant Onley, une 21. Castrillo, Richie Tello, Romain Grégoire se retrouve 6ème.
du côté du classement par équipe. J'ai pas encore l'entièreté voilà, du côté du classement par équipe, mais vous voyez qu'Israël est devant. La Lidl Trek, la UAE, la Decathlon remonte à la 6e place. Par contre, la Tudor est toujours loin, comme l'équipe notamment de Ben O'Connor du côté de la file des voitures. On regarde l'étape de demain. Étape un petit peu plus calme, cette étape numéro 6 entre Chur et Neuhausen am Rheinfall. Une étape de 187 km. Vous voyez, 2 bosses au programme qui seront quand même sur la première moitié d'étape. Le Wiedhaus et le Hamberg qui seront dans les 75 premiers kilomètres. Et ensuite, dans les 100 derniers, ça sera beaucoup plus calme, même si on passe à Buchwil ou encore à Lomis. Et un final, donc voilà, du côté de Neuhausen an Rheinfall pour cette étape. Donc plutôt destiné aux sprinteurs. Mais il faudra quand même voir comment les équipiers vont. Parce que ça pourrait être une étape intéressante pour des échappés. Parce que, bon, bah, il n'y a pas eu forcément de grands résultats du côté des sprinteurs. Se méfier d'Albanese, même si là on est sur un sprint sur le plat, mais je pense que la EF voudra l'emmener, et voudra l'emmener correctement. Et puis, si je regarde du côté des autres coureurs, Deli, bah, il a quand même fini pas super aujourd'hui, donc je suis un petit peu inquiet. Oui, Danny Van Poppel, qui avait fait un bon premier sprint, donc qui pourrait être un coureur intéressant. Peut-être Lewis Aski, même si on a quand même pas mal bossé du côté de cette formation Groupama, donc peut-être pas beaucoup d'énergie pour ce type de coureur. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mac Productions. Ciao, ciao!